Julien Clerc, Eddie Mitchell, Anne Dufresne et le général Bijard. Un super plateau pour un après-midi à la folie. Rendez-vous avec Patrick Poivre d'Arvor dès 14h20. On ne vit que deux fois, mais on ne meurt qu'une seule. Alors dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter le diable? Pour l'amour du risque, dès 17h40. Et dans un tout petit instant, c'est Bruno Mazur pour le journal de 13h. Les jeux les plus contes de fées, c'est sur la une. Y en a qu'une, c'est la une. Il y a les chocolats et il y a Lindt. Carte Boum Boum, je rêve. La carte Boum Boum, c'est jusqu'à 10 000 francs de crédit automatique dont vous pouvez disposer immédiatement pour acheter ce que vous voulez. Une bibliothèque, un canapé. Et ce n'est pas tout. Avec la carte Boum Boum, cette superbe télécouleur coin carré 55 cm, payez-la en 3 fois sans frais. Comment? En appelant le 40 60 11 11. Donc, cette superbe télécouleur dernier cri à télécommande. Assuré 1 an contre le vol, remboursement intégral, vous la paierez 3 990 francs en 3 fois sans frais. Alors appelez vite le 40 60 11 11. Carte Boum Boum. Pince-moi, je rêve. Carte Boum Boum. Appelez vite le 40 60 11 11. Chronopost, Hong Kong, Express. Pour vos envois accélérés en France et dans le monde entier, Chronopost, les maîtres du temps. Voici la scie Egoin électrique Bosch. Bois, acier et même dans les coins, elle coupe absolument tout. Du travail de pro. Moi, les chocolats les Pyrénéens, je les aime comme ça. Frappés. Ils sont si fins, si fondants, et en même temps si frais, qu'ils me font frissonner de plaisir. Les Pyrénéens, les chocolats frissons. Batterie Fulmen. Chaque matin, démarrer comme une fusée. Fulmen. Masculin, une eau de toilette de bourgeois. Ce qu'on veut, c'est retrouver Debbie et Lucie. On les retrouvera en fin de compte, je te le promets. Sur les traces de Nathalie Wood, prisonnière des Comanches, John Wayne entame une poursuite implacable. Il la retrouvera, c'est sûr maintenant. J'ai vu son regard quand il a été question des Comanches. Bon, je continuerai tout seul. Western brûlant signé John Ford, la prisonnière du désert, sur la une. Madame, Monsieur, bonjour. Alors que les Européens, englués dans leurs intérêts de boutique, se montrent incapables de surmonter leurs divergences, alors que Reagan et Gorbatchev vont se rencontrer demain pour envoyer à la ferraille un certain nombre de fusées nucléaires, je vous propose, avant d'évoquer ces sujets très sérieux, un petit détour dans un autre monde, une civilisation qui a su garder une certaine sagesse. Détour en Thaïlande, où l'on a célébré hier le 60e anniversaire du roi, avec des fastes dignes de l'ancien royaume du Siam. Grande fête populaire pour un roi vénéré par ses sujets depuis 41 ans maintenant. Cette cérémonie était aussi empreinte d'une grande ferveur religieuse. L'âge de 60 ans revêt en effet une signification sacrée, car il correspond, dans la tradition bouddhiste, à l'accomplissement de 5 cycles des 12 années zodiacales. Du Siam à Copenhague, transition un peu difficile, si ce n'est pour dire que les 12 ne se sont pas comportés en frères.
Hier, à la même heure, nous vous montrions la traditionnelle photo de famille des 12 chefs d'État et de gouvernement, plus Jacques Delors, le président de la Commission, ce qui fait 13. Un chiffre qui apparemment n'a pas porté bonheur, puisque la famille, vous le savez, s'est déchirée en milieu d'après-midi. Pour reprendre l'expression de François Mitterrand, mieux vaut un échec franc qu'un mauvais compromis. Les 12 ont donc préféré reculer pour mieux sauter en reportant à février prochain des décisions cruciales. Comme l'a dit Jacques Delors, mon cher Bernard Volcker, vous qui étiez là-bas à Copenhague, les esprits apparemment n'étaient pas mûrs. Absolument, n'étaient pas mûrs. Il y a 4 problèmes importants à résoudre dans cette affaire. L'augmentation des ressources de la communauté qui sera en cessation de paiement à partir de l'an prochain, la limitation du coût de la politique agricole commune, l'aide aux pays les plus pauvres de la communauté, c'est-à-dire notamment l'Espagne, le Portugal et la Grèce, et enfin la fixation de la fameuse contribution britannique, Madame Thatcher estimant toujours qu'elle paie trop. Alors évidemment, ça fait 4 problèmes seulement, mais lorsqu'on est 12 ou même 13 à vouloir les résoudre, cela fait plus de 48 possibilités de solutions différentes, et c'est pour ça que l'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Pourquoi? Eh bien parce que ce sommet a été mal préparé. Normalement, ce sont les ministres de l'Agriculture et des Affaires étrangères qui en sont chargés, mais ce qui se passe à chaque fois, c'est que dans les dernières semaines qui précèdent le Conseil, les ministres de l'Agriculture disent « Oh ben écoutez, puisqu'on ne peut pas résoudre la question aujourd'hui, on va laisser ce soin aux chefs d'État et de gouvernement. » Donc on peut continuer longtemps comme ça, puisque maintenant les chefs d'État et de gouvernement ont dit que ce sont les ministres de l'Agriculture qui allaient à nouveau s'occuper de toute cette affaire pour bien préparer le Conseil extraordinaire du 11 et du 12 février à Bruxelles. Ça peut continuer longtemps comme ça. Je ne sais pas s'ils réussiront à Bruxelles. En tout cas, s'ils échouent, ce sera très grave pour la communauté, parce que l'élan qui doit conduire au grand marché unique de 1992, là, risque d'être sérieusement compromis. Merci Bernard. En tout cas, seule satisfaction côté français de ce triste sommet. Le couple Mitterrand-Chirac a fonctionné sans accroc, comme en témoigne l'un de nos envoyés spéciaux, Bruno Cortés. Oubliez les coups bas des précédentes rencontres internationales. Dans la tourmente, le couple Mitterrand-Chirac se montre désormais uni. Après 20 mois de cohabitation, il a trouvé ses marques et défini un code de bonne conduite. Bien sûr, chacun vit sa vie pendant que Jacques Chirac parle de l'Iran avec Margaret. François Mitterrand, lui, prend son petit déjeuner avec l'ami Helmut ou se livre à son passe-temps favori, la marche à pied avec quelques privilégiés. Mais c'est juré, on ne se dispute plus quand on est ensemble devant les étrangers. Et je dois dire que chaque fois que nous avons constaté que les interprétations ont pu varier, chacun d'entre nous en a ressenti le danger pour le pays. Cela n'est jamais allé très loin. Progrès également, les entourages ne se font plus la guerre, les conseillers plaisantent même ensemble. Quand la porte-parole du président parle, le porte-parole du Premier ministre écoute sagement et approuve. Mais cette lune de miel passera-t-elle l'hiver? Difficile, en février. Lors du prochain sommet, la campagne aura commencé. Valéry Giscard d'Estaing organise ce week-end à Paris, avec des invités tout à fait prestigieux, un colloque sur l'avenir de l'Union politique européenne. Nous y reviendrons dans un instant. Après avoir rencontré François Mitterrand à l'Élysée il y a quelques jours, Valéry Giscard d'Estaing déplorait que la France, mais aussi l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne, aient été écartées des négociations sur le désarmement, négociations engagées par les deux super grands avec le sommet Reagan-Gorbatchev qui débute demain à Washington. Le point avec Dominique Bomberger. C'est au cours du sommet de Reykjavik, il y a un peu plus d'un an, que les Européens ont découvert que les Américains pouvaient décider de leur sort sans les consulter. C'est à cette occasion, en effet, que Mikhaïl Gorbatchev a repris la balle au bond de l'option 0, c'est-à-dire de l'élimination des forces nucléaires intermédiaires avec l'accord de Ronald Reagan. Aujourd'hui, ce traité est approuvé par tous les dirigeants européens, avec, il est vrai, un enthousiasme variable. En effet, au terme de ce traité, dans 3 ans, des fusées soviétiques pourront toujours frapper l'Europe. Mais il n'y aura plus de fusées américaines basées en Europe capables d'atteindre l'Union soviétique. Certains dirigeants redoutent, dans ces conditions, que les Américains hésitent à engager leurs fusées intercontinentales pour défendre l'Europe. Les autres soulignent qu'il s'agit avant tout d'une question de volonté politique. Mais surtout, ce traité inquiète par ses suites. Après les armes intermédiaires, les soviétiques ont déjà proposé l'élimination des armes tactiques. L'opinion allemande est très favorable à cette option. La dynamique du désarmement pourrait, à terme, amener à la disparition des armes nucléaires
qui ont assuré la paix en Europe depuis plus de 40 ans, et cela au moment où l'Amérique semble avoir tendance à se replier sur elle-même. Ce risque toutefois peut constituer une chance. Il peut donner aux Européens la motivation nécessaire pour organiser leur défense. Les initiatives franco-allemandes de la brigade mixte au Conseil de défense ont montré que ce n'était plus du domaine de l'utopie. Si vous voulez tenter d'y comprendre quelque chose dans ce dossier tout à fait compliqué du désarmement, faire la différence entre les INF et les START, vous y retrouvez dans les accords SALT 1, 2 et bientôt 3, et d'une manière générale, comprendre les raisons des conflits qui secouent notre planète. Vous pouvez consulter utilement l'atlas mis au point par Alain Danvers, atlas intitulé Point Choc et publié aux éditions numéro 1. L'échec de Copenhague illustre, on l'a vu, de façon caricaturale les blocages de l'Europe. Et c'est précisément pour supprimer ces blocages que le prédécesseur de François Mitterrand à l'Élysée organise ce week-end à l'UNESCO un grand colloque baptisé Euro 92. Valéry Giscard d'Estaing et ses invités, parmi lesquels Helmut Schmidt ou encore Jacques Delors ou Édouard Balladur, ont réfléchi pendant 48 heures sur les moyens de faire avancer l'union politique de l'Europe. Sur place, Bernard Chevalier. Au lendemain du sommet de Copenhague, cette première rencontre Euro 92 prend toute sa signification. Organisée par Valéry Giscard d'Estaing pour préparer l'échéance de 92, toutes les personnalités politiques et économiques présentes ont exprimé à l'intention des chefs d'État la volonté d'une base réaliste. Il ne faut pas rater l'Europe. Alors pour Édouard Balladur, la baisse prolongée du dollar reste la menace économique et commerciale la plus dangereuse pour l'Europe. Pour Jacques Delors, président de la Commission de Bruxelles, l'incident de Copenhague ne remet pas en cause la marche de l'Europe. L'échec de Copenhague, il la résume par cette petite phrase « Ils ont voulu être 12 et ils se sont alarmés d'être 12 ». Pour Valéry Giscard d'Estaing, cet échec inspire tristesse et colère. Ce n'est pas au Conseil européen, au milieu d'une crise financière internationale dont on n'a pratiquement pas parlé, et à la veille d'un accord soviéto-américain qui est le plus grand événement stratégique depuis la fin de la guerre, ce n'est pas le Conseil européen qui devait trancher des options techniques confuses et sans doute insuffisamment préparées. Nous avons célébré il y a quelques instants la bonne cohabitation de Copenhague. C'est donc le jour ou jamais de signaler la parution de 2 albums de photos. Le premier signé de mon excellent confrère photographe Claude Azoulay sur François Mitterrand, un homme président. L'autre de mon excellent confrère photographe Christian Boyer, consacré lui à Jacques Chirac, une